Sous le soleil cru du Sahel, les camions ne transportent plus seulement des fruits. Ils déplacent une idée, c'est une idée. Deux chiffres se répondent. Hier, chaque tonne de bananes valait 300 $ exportée. Demain, elle générera 10 fois plus, gardée au pays. Alors, que se passe-t-il quand Ibrahim Traoré transforme une insulte économique en levier industriel? Ce qui fut jadis le symbole d'une dépendance devient l'étincelle d'une souveraineté mesurable. Ce projet, baptisé Banana Belt Industrial Project, porte une promesse simple: transformer la matière première en pouvoir durable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso veut prouver qu'un pays enclavé peut inverser la logique d'un siècle. Produire ce qu'il consommait autrefois pour les autres. L'enjeu dépasse les frontières. Si le modèle réussit, chaque fruit transformé sur place deviendra une preuve vivante que la souveraineté économique n'est pas un slogan, mais une méthode. Les partenaires internationaux observent déjà le mouvement. Les sceptiques parlent de rêve rural, les partisans d'un virage historique. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement se tendent et où les nations redéfinissent leurs priorités, cette initiative mesure la dignité nationale en usine construite, non en dette contractée. Le pari est risqué, mais il incarne un principe nouveau: fabriquer ce que l'on cultive et cultiver ce que l'on garde. C'est la ligne directrice d'un récit où la justice se compte désormais en kilowatts, en salaire et en espoir. Tout a commencé par un constat brutal. Pendant un siècle, les bananes d'Afrique partaient en brut et les profits revenaient ailleurs. Sous Ibrahim Traoré, cette équation se retourne. La République bananière devient un laboratoire de dignité. En 2024, 5 pôles industriels s'élèvent entre Banora et Gawa, chacun consacré à un maillon de la transformation. Séchage, farine, fibres, huile et conditionnement. Les machines Waters tournent sous le soleil du Sahel et chaque kilogramme garde désormais sa valeur à la maison. Les observateurs européens y voient un précédent économique. Pour la première fois, une nation enclavée revendique son autonomie, non pas par l'armement, mais par la chaîne de production. Cette mini-révélation, que la souveraineté peut être comptée en usines et non en dette, a bouleversé les récits établis. Elle place le Burkina Faso dans une logique de cause à effet: produire, conserver, redistribuer. Les agriculteurs locaux, autrefois invisibles, deviennent les premiers actionnaires d'un projet qu'ils nourrissent littéralement. À Benora, une coopérative dirigée par des femmes voit ses revenus tripler en 6 mois. À Bobo-Dioulasso, les pertes post-récolte chutent de 60%. Ces chiffres, modestes sur le papier, résonnent comme un manifeste silencieux. Le changement ne se lit pas seulement dans les bilans, il se ressent dans les gestes. Les mêmes mains qui empaquetaient étaient pour d'autres, celles portent désormais leur propre carton d'exportation. Le mot « banane », autrefois synonyme d'instabilité, s'habille d'une signification nouvelle, celle du contrôle, de la valeur et du respect. Ce retournement, si simple, si radical, révèle le cœur du récit: transformer une insulte en industrie, un fruit en drapeau, une économie en symbole. Et, sous la voix calme d'Ibrahim Traoré, la morale s'impose. On ne prêche pas la dignité, on la fabrique. Parmi les premiers visages du changement, celui d'Adama, superviseur à Banora, incarne la métamorphose silencieuse du pays. Il raconte comment, jadis, il emballait le rêve de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, sous la bannière du Banana Belt Project, il signe les étiquettes. Fabriqué au Burkina Faso. Pour lui, ce n'est pas une fierté abstraite. C'est la première fois que son travail nourrit sa propre communauté. Autour de lui, les villages autrefois endormis vibrent au rythme des séchoirs et des convoyeurs. Les jeunes y apprennent la mécanique industrielle. Les femmes dirigent les coopératives. Les enfants partent à l'école avec un déjeuner issu de la récolte locale. Le progrès n'est plus une promesse lointaine, il respire dans la poussière du quotidien.
Chaque usine qui s'élève devient un marqueur visible de dignité produite. Ibrahim Traoré n'en parle jamais comme d'un miracle, mais comme d'une méthode. Il répète que la souveraineté n'est pas un slogan, c'est une habitude. Et cette habitude, désormais, se mesure en gestes simples. Vérifier les emballages, contrôler la qualité, partager les bénéfices. Le Burkina Faso découvre ainsi une nouvelle forme de richesse, celle qui se fabrique à la main, sous la lumière du Sahel, sans permission étrangère. Dans le monde extérieur, certains y voient un symbole, d'autres une menace. Mais à Banora, la transformation est déjà palpable. La poussière des routes rouges porte une odeur nouvelle, celle du travail qui appartient enfin à ceux qui le font. C'est ainsi qu'un fruit banal devient, pour un peuple, le premier outil de mémoire et d'équité. Au début de 2025, les convois quittent Banora, chargés non de fruits crus mais de poutres et de machines. Sous la chaleur sèche, les ouvriers montent les murs d'acier des premières usines du Banana Belt Project. Les moteurs résonnent dans le silence du Sahel, remplaçant le bruit des marchés poussiéreux par celui du travail. Le plan est clair, transformer, embailler, marquer chaque produit sur le sol burkinabé. Ibrahim Traoré décrit la ceinture bananière comme une réponse d'ingénierie à une blessure économique. Banora devient le centre du séchage. Bobo Dioulasso héberge la farine et les collations. Gawa extrait la fibre pour textiles et papier biodégradable. Ouagadougou gère la logistique et le contrôle qualité. Chaque hub relie désormais l'agriculture à l'industrie. En 6 mois, les résultats dépassent les prévisions. Plus de 40% de gains pour les coopératives, emploi féminin triplé, perte post-récolte divisée par 2. Mais le plus important reste la perception. Le mot « banane » change de ton dans les discours officiels. Il ne signifie plus dépendance, mais résilience. Les partenaires du Mali et du Niger rejoignent l'initiative, créant des corridors logistiques communs. La production locale devient un argument régional. L'Afrique de l'Ouest découvre qu'une politique industrielle partagée peut peser face aux marchés mondiaux. À Bruxelles, le FMI parle de « ambition risquée ». Dans les salles de réunion européennes, on craint un précédent. Si le Burkina Faso garde sa valeur, d'autres suivront. En juin 2025, les premières exportations transformées atteignent Dubaï. Les cartons portent trois mots. Fabriqués au Burkina Faso. Ce symbole secoue les marchés. Pour la première fois, un produit tropical ne part pas comme matière brute, mais comme marque nationale. Les journaux étrangers titrent « La République bananière devient nation bananière ». Les mois suivants, les effets se propagent. Les prix des fruits tropicaux fluctuent à Londres. Les négociants reconnaissent un douce nouveau facteur. L'effet Burkina. Les chaînes d'approvisionnement, construites sur un siècle de prévisibilité, vacillent. L'Occident redécouvre ce qu'il avait oublié. L'Afrique peut influencer le marché par la discipline, non par la charité. Dans les villages, l'onde de choc est humaine. Les jeunes rentrent chez eux non pour chercher du travail, mais pour en créer. Les anciens assistent, incrédules, à la première génération vivant du produit de ses propres mains. Le pays respire différemment. La poussière a le goût de production, non de départ. Ce n'est pas une révolution de slogans, mais de chiffres. Chaque moteur qui démarre raconte une victoire tranquille, et chaque fruit séché, désormais, porte la signature invisible d'un peuple qui refuse l'humiliation économique. Ibrahim Traoré résume cette transition d'une phrase calme. Nous exportions des fruits, nous exportons désormais du sens. Le premier semestre du Banana Belt Industrial Project livre une photographie précise. Production accrue, pertes réduites, revenus doublés. Les chiffres sont simples, mais lourds de signification. En guise de référence, en 2023, une tonne de bananes rapportait à l'agriculteur burkinabé en moyenne $210. Par comparaison, en 2025, la même tonne, transformée localement, dépasse les $1,50 net, une multiplication par 5 en 18 mois. Ensuite, concernant les pertes après récolte, avant le projet, 64% des fruits se dégradaient avant l'exportation. Aujourd'hui, elles tombent à 24%. La différence n'est pas qu'économique.
Chaque fruit conservé devient un symbole d'efficacité nationale. Enfin, pour ce qui est de l'emploi, le secteur agro-industriel bananier, inexistant il y a 2 ans, compte désormais 25 000 postes directs. Le taux d'emploi féminin atteint 60% dans les coopératives, contre 18% auparavant. Les économistes appellent cela le dividende de dignité. Ces données ne proviennent pas d'un miracle comptable. Elles traduisent une mutation structurelle. La valeur ajoutée reste dans le pays. L'État burkinabé perçoit 28% de recettes supplémentaires liées aux taxes hausse de transformation, tandis que les villages voisins enregistrent une hausse de 30% du revenu moyen. Chaque hub industriel agit comme une pompe qui redistribue richesse et confiance. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré présente ses résultats avec une sobriété méthodique. Il évite les grands mots. Ce n'est pas un miracle, c'est une équation corrigée. Son discours insiste sur les leviers: infrastructure, formation, discipline. Car sans rigueur logistique, dit-il, la souveraineté reste un mot vide. Les experts internationaux confirment la cohérence du modèle. Une étude de l'Institut panafricain de développement industriel évalue le rendement énergétique à 85%, grâce à l'usage d'énergie solaire locale et de circuits courts. Le coût de transport par tonne chute de 37%, car chaque lot est traité à moins de 60 km du lieu de récolte. Ces chiffres, d'apparence technique, cachent une vérité politique. Le pays a cessé d'être un maillon, il devient un centre. La comparaison avec le passé rend le contraste plus vif. Pendant des décennies, les exportations brutes rapportaient moins que les emballages importés d'Europe. Aujourd'hui, chaque boîte sortie des usines de Banora ou de Gawa rapporte davantage qu'un conteneur entier de fruits crus en 2019. Le delta entre dépendance et maîtrise se lit dans la comptabilité, mais aussi dans les visages. Ceux qui produisent comprennent enfin ce qu'ils possèdent. Dans les couloirs du ministère du Commerce, on résume le virage d'une phrase devenue devise. Pas de peau perdue, pas de main impayée. Derrière ces mots, une stratégie plus vaste s'esquisse. Celle de rendre à l'Afrique la part de valeur qu'elle a trop longtemps exportée. Et tandis que les analystes européens débattent du risque de distorsion de marché, les travailleurs de Banora savent qu'ils ont, pour la première fois, inversé le calcul. Les critiques ne manquent pas. Dans les capitales occidentales, certains économistes dénoncent le Banana Belt Project comme un retour au protectionnisme. Selon eux, le Burkina Faso s'isolerait d'un marché mondial dont il dépend encore pour la technologie, les crédits et les débouchés. Ils brandissent l'argument classique. Sans intégration, pas de croissance durable. Leur logique est simple. Mieux vaut vendre à bas prix mais en volume que miser sur des marges fragiles et locales. En face, les partisans du modèle défendent une autre vérité. Ils rappellent qu'un pays ne se développe pas en exportant ses ressources brutes, mais en maîtrisant ses transformations. La souveraineté économique, disent-ils, ne se mesure pas en pourcentage de PIB, mais en contrôle sur la chaîne de valeur. Sous Ibrahim Traoré, cette idée cesse d'être théorie. Elle devient une politique opérationnelle, appuyée sur les données de production, non sur les promesses d'investisseurs. L'argument du risque logistique est aussi contesté. Les détracteurs redoutent l'enclavement du pays, son éloignement des ports. Mais le gouvernement répond chiffres à l'appui. La distance autrefois, perçue comme faiblesse, réduit aujourd'hui les coûts internes. Le transport national consomme 40% d'énergie en moins que les anciens trajets d'exportation. Chaque conteneur de farine de banane voyage vers Ouagadougou au lieu d'Abidjan, et ce raccourci devient avantage compétitif. Ce débat révèle une tension plus large, celle entre dépendance rentable et autonomie disciplinée. Le Stillman du modèle burkinabé reconnaît ces défis. Infrastructure fragile, besoin de maintenance, pression extérieure. Mais il y répond sans pathos, en assumant que la lenteur initiale vaut mieux que la soumission prolongée. Le pari n'est pas d'être plus grand, mais plus cohérent. Et si le monde s'inquiète, c'est peut-être parce qu'il reconnaît dans cette petite nation une vérité universelle.
Quand un peuple apprend à produire ce qu'il consomme, il change la logique du pouvoir. Ce n'est pas une utopie, c'est une statistique devenue acte politique. Une leçon silencieuse née à mi-parcours. Le Banana Belt Project n'est plus une expérience, c'est une démonstration. Sous Ibrahim Traoré, l'économie s'est transformée en pédagogie. Montrer qu'une nation peut enseigner au monde sans élever la voix. Ce point médian du récit marque un basculement discret. Le moment où la réussite locale devient un signal global. À Bruxelles, le terme « effet Burkina » apparaît dans les rapports internes. Les analystes ne rient plus. Ils calculent. Si 30% des fruits d'Afrique de l'Ouest restent désormais pour être transformés sur place, les prix européens grimperont de 12%. Ce n'est plus une spéculation, c'est un rééquilibrage. Et pourtant, dans les villages, personne ne parle de marché. On parle d'école, d'eau, de travail. Le mot « industrie » s'est fondu dans le vocabulaire du quotidien. Les coopératives locales deviennent des micro-républiques économiques où chaque décision se discute à voix égale. Égale. La révolution n'a ni drapeau ni slogan. Elle se compte en paix régulière et en sacs de farine étiquetés. À ce stade, le projet cesse d'être un pari. Il devient une preuve. Et cette preuve, gravée dans la poussière du Sahel, vaut toutes les déclarations diplomatiques. Les conséquences du Banana Belt Project se déploient en cercles concentriques, comme les rides d'une eau calme. Elles touchent d'abord les nations. Le Burkina Faso, longtemps classé parmi les exportateurs marginaux, devient un cas d'école africain. Son produit intérieur brut agricole croît de 9,2% en un an. Un chiffre modeste mais symbolique, car il repose sur la valeur locale et non sur l'endettement. Sous Ibrahim Traoré, la diplomatie économique s'affirme. Les ministres du Mali, du Niger et du Ghana signent un accord pour mutualiser leurs corridors énergétiques et logistiques. Ce n'est plus la dépendance, mais l'interconnexion souveraine. Passons au deuxième cercle, celui des entreprises. Les géants occidentaux de l'agro-industrie, Dole, Chiquita, Del Monte, observent, d'abord amusés, puis inquiets. Les rapports internes évoquent une contagion productive. Leur modèle, fondé sur la sous-valorisation du Sud, se fissure. Les marges reculent de 8% sur le segment tropical. À Bruxelles, des inspections imprévues retardent les cargaisons africaines. À Washington, des think tanks publient des notes sur le pacte nationalisme économique du Sahel. Mais derrière la rhétorique du risque se cache la reconnaissance d'un fait. L'équilibre du commerce change. Puis au troisième cercle, celui des populations. À Banora et Bobo Dioulasso, les coopératives de femmes distribuent pour la première fois des dividendes trimestriels. Les familles se planifient, les enfants étudient. Le revenu rural moyen grimpe de 28% en 12 mois, tandis que la pauvreté alimentaire recule de 18%. Un enseignant résume la mutation d'une phrase. Nous ne survivons plus, nous prévoyons. Cette simple capacité à anticiper devient un indicateur de dignité. Et quand Ibrahim Traoré visite une usine, les applaudissements ne relèvent pas du culte, mais de la gratitude envers un système qui fonctionne. Enfin, au dernier cercle, celui de la région. Le modèle se propage. Au Niger, une fabrique pilote de fruits secs naît sur financement communautaire. Au Mali, les exportations conjointes de la Sahel Fresh Alliance franchissent les 10 millions de dollars. En Côte d'Ivoire, les syndicats agricoles réclament la même autonomie. L'Afrique francophone n'imite pas, elle adapte. À mesure que ces effets s'additionnent, la carte mentale du commerce mondial se redessine. Ce qui n'était qu'un symbole devient une structure, ce qui semblait marginal devient méthode. Et dans le regard des économistes, le Burkina Faso passe du statut de fournisseur à celui de référence. Le monde découvre qu'une politique cohérente, appliquée sans violence, peut déplacer les équilibres autant qu'une révolution. Le pays n'a pas changé de place sur la map monde. Il a changé de rôle. Dans les mots sobres d'un ouvrier, « Avant, nos fruits partaient. Maintenant, c'est nous qui restons.
Cette phrase, reprise sur les murs de Ouagadougou, résume mieux que tout graphique ce qu'enseigne cette transformation. La souveraineté n'est pas un rêve, c'est une habitude comptable. Les prochains mois dessinent trois trajectoires possibles pour le Banana Belt Project. Chacune reflète une version du futur, selon la manière dont l'Afrique et le reste du monde absorberont ce précédent. Dans un premier scénario, celui de la consolidation, le Burkina Faso stabilise sa production, renforce les formations et atteint l'autonomie énergétique sur ses pôles industriels. Les exportations semi-finies vers Dubaï et Accra s'intensifient, assurant un revenu stable et des emplois durables. Dans cette version, la bananisation devient un mot-clé d'équilibre, un modèle africain fonctionnel, ni dépendant ni fermé. Ibrahim Traoré maintient une posture pragmatique, coopération régionale sans concession de souveraineté. Dans un scénario plus optimiste, celui de l'effet domino, le modèle inspire d'autres nations du Sahel. Le Mali industrialise la mangue, le Niger valorise le sésame, le Ghana adapte les circuits du cacao. Les organisations régionales créent un fonds commun d'investissement pour la transformation locale. Les indices d'exportation africaine augmentent de 15% en moyenne, et le terme « République bananière » disparaît peu à peu du vocabulaire économique. L'Afrique francophone entre dans une ère de codétermination commerciale. Enfin, dans un scénario pessimiste, celui de la contre-offensive, face à la montée du modèle burkinabé, l'Union européenne durcit ses critères d'importation. De nouveaux contrôles phytosanitaires ralentissent les flux. Les financements étrangers se raréfient. Les tensions budgétaires réapparaissent. La maintenance industrielle souffre. Cependant, même dans ce cas, l'acquis moral demeure. Un pays a prouvé qu'il pouvait redéfinir sa place sans renoncer à sa dignité. Entre ces trois chemins, une constante s'impose, la discipline. Qu'il s'agisse de gestion, de transparence ou d'apprentissage technique, le socle du projet repose sur la continuité plus que sur la chance. Et selon Ibrahim Traoré, le véritable indicateur n'est pas la croissance annuelle, mais la capacité du pays à produire la patience qui produit la richesse. Au terme de ces 12 mois, le monde saura si le fruit le plus banal du marché peut encore redessiner l'économie d'un continent. Mais pour l'instant, au Burkina Faso, la conviction reste claire. La souveraineté n'est pas un résultat, c'est une habitude à entretenir. À des kilomètres des centres de décision, la transformation se ressent d'abord dans les gestes simples. Dans les ateliers de Banora, les ouvrières trissent les fruits en fredonnant des chansons populaires qui parlent d'avenir. Leur travail n'a plus la saveur d'une routine, mais celle d'une appartenance. Chaque boîte scellée, chaque étiquette collée, devient un fragment d'identité retrouvée. Ibrahim Traoré insiste souvent sur cet aspect humain. Pour lui, la réussite d'un modèle ne se mesure pas seulement en chiffres, mais dans la confiance qui circule entre les gens. Il affirme « Nous avons commencé par produire de la farine, nous finissons par produire de la fierté. » Et cette fierté, visible dans les villages, s'étend comme une onde douce. Les enfants qui rentrent de l'école lèvent les yeux vers les usines comme vers un horizon possible. Les effets se multiplient. Les petits commerces de réparation, les cantines et les transporteurs s'organisent autour des pôles industriels. Des mariages sont célébrés là où l'exode était la seule option. Une institutrice raconte « Nous n'enseignons plus la résignation, nous expliquons comment compter ses gains. La dignité devient matière scolaire. » Dans les capitales africaines, les jeunes entrepreneurs reprennent le symbole. Le mot banane s'imprime sur les t-shirts, non comme moquerie, mais comme slogan d'autonomie. Des influenceurs diffusent que les discours du capitaine, les adaptant en chansons, en poèmes. Ce n'est pas une propagande, mais une contagion morale. Au cœur du Sahel, la révolution cesse d'être un événement. Elle devient une habitude, une façon de se tenir droit, de croire que le travail, enfin, rime avec avenir. Le gouvernement burkinabé n'avance plus à tâtons. Une feuille de route claire guide désormais la deuxième phase du Banana Belt Project, sous Ibrahim Traoré. Chaque objectif est chiffré, chaque échéance fixée,
chaque responsable nommé. La souveraineté devient une planification mesurable. La première étape consiste à industrialiser la chaîne énergétique. Les 5 pôles agro-industriels seront alimentés à 80% par des panneaux solaires d'ici fin 2026. Les centrales hybrides installées à Banora et Gawa doivent réduire de moitié la dépendance au diesel. La deuxième étape vise à standardiser la qualité. Un centre de contrôle unique à Ouagadougou unifiera les normes d'emballage, d'hygiène et de traçabilité. Les produits estampillés Made in Burkina Faso suivront des critères ISO africains pour accéder au marché arabe et asiatique. La troisième étape porte sur la numérisation des coopératives. Chaque membre disposera d'un compte digital relié aux ventes et aux primes de production. Cette transparence vise à supprimer l'intermédiation abusive et à garantir une distribution équitable des bénéfices. La quatrième étape se concentre sur la formation et la certification. 2 universités techniques ouvrent des filières de maintenance agro-industrielle. Leur mission: créer 1500 techniciens en 3 ans, capables d'entretenir les lignes de production sans aide extérieure. Enfin, la 5e étape prévoit d'étendre le modèle. Le ministère de l'Agriculture prépare un plan de duplication vers le cacao et la mangue. Selon la même logique, produire et garder. Ce n'est plus un rêve isolé, mais une architecture économique. Ici, la stratégie ne se confond pas avec l'idéologie. Elle s'appuie sur des étapes tangibles, des échéances vérifiables et une conviction simple. La souveraineté ne se déclare pas. Elle s'administre. La boucle se referme là où tout a commencé, dans les champs baignés de lumière rouge du Sahel. Les mêmes ouvriers, qui autrefois cueillaient pour d'autres, rentrent maintenant sous le soleil couchant, les mains vides mais la tête haute. Sur le mur d'une usine de Banora, une fresque montre un agriculteur et une technicienne se tenant le même fruit. La légende dit « Nous grandissons ensemble, nous nous élevons ensemble ». Ibrahim Traoré visite discrètement le site. Aucun drapeau, aucune fanfare. Il s'arrête devant la fresque, sourit, puis murmure. Voilà ce que signifie la souveraineté. Fabriquer sa propre paix. Cette phrase, reprise à la radio locale, devient le refrain d'une génération. Les camions roulent encore dans la nuit, mais le pays semble plus silencieux. Ce n'est pas le vide, c'est la maîtrise. Le bruit des moteurs a remplacé celui des excuses. L'histoire d'un fruit a redonné un sens au travail, et à travers lui, à la dignité. Le vent du Sahel transporte cette idée vers d'autres terres. La richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on décide de ne plus céder. Sous les lampes orangées des usines de Banora, le Sahel ne dort plus. Il travaille patiemment pour offrir au monde une autre définition du mot « équité ». Le Banana Belt Project n'est plus seulement un plan économique, c'est un manifeste du travail juste. Chaque boîte exportée porte la preuve qu'une nation peut se reconstruire sans guerre. Une décision à la fois. Ibrahim Traoré le répète à ceux qui l'écoutent. La dignité ne se réclame pas, elle se cultive. Et cette culture, désormais, appartient à chacun. Ouvrier, enseignant, consommateur, citoyen. Car au-delà du Burkina Faso, c'est une idée du monde que l'on réécrit, celle où produire devient un acte de liberté. Alors, si cette histoire vous touche, partagez-la, non comme une leçon, mais comme une promesse, celle d'un continent qui ne demande plus qu'on lui tende la main, mais qu'on lui tende un marché juste. Et si vous croyez, vous aussi, que la paix peut pousser dans les champs, restez avec nous. La prochaine récolte du Sahel commence déjà.